Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h16, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac pour l'économie autrement, votre émission de décryptage de l'économie. Et aujourd'hui, on va encore aborder une nouvelle thématique. Le taux de chômage en Savoie est de 5,2% de la population active selon l'INSEE, soit une situation de quasi plein emploi. Dans ce contexte, des secteurs peinent quand même à recruter. Alors, quels sont vraiment les besoins ? Quelles sont les nouvelles méthodes de recrutement ? Le postulant a-t-il désormais le dernier mot sur le montant du salaire ? C'est ce que nous allons voir. Depuis le Covid, l'organisation du travail a changé. Il n'est plus tabou désormais d'assumer de travailler moins ou différemment pour travailler mieux. Semaine des 4 jours, horaires flexibles, télétravail. Comment les employeurs en Savoie s'adaptent-ils ? Réponse tout à l'heure. Et dans la dernière partie de cette émission, nous aborderons l'emploi des seniors. Au-delà de 50 ans, est-ce plus compliqué de trouver un travail ? Les plus de 50 ans sont-ils davantage au chômage que d'autres personnes de la population active ? Comment assurer la passation des savoirs entre les différentes générations ? Élément de réponse dans cette nouvelle émission, l'économie autrement, consacrée au recrutement et à l'organisation du travail. Et avec nous pour parler de tous ces sujets-là, Alexis Bertel. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le DRH, le directeur des ressources humaines du groupe Pantera. Vous êtes également président de l'ANDRH Savoie-Mont-Blanc. C'est une association qui regroupe des DRH sur le territoire français, y compris en Savoie. Et vous êtes membre également du bureau national de l'ANDRH. Et enfin, j'ajoute que vous êtes président du conseil des prud'hommes à Aix-les-Bains. Vous avez donc une vision assez exhaustive, assez globale sur ces sujets-là. Alors, dans une première partie, on va d'abord parler de recrutement. D'abord, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de difficultés à recruter. C'est quoi une difficulté de recrutement concrètement ? Alors, dans un premier temps, l'objectif d'une entreprise, c'est d'être attractive et d'avoir des clients. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut qu'elle soit attractive pour capter des candidats. Alors, quand on parle de difficulté de recrutement, c'est que tout simplement, l'entreprise a un besoin. Elle a besoin d'un profil et qu'on n'arrive plus à rentrer en adéquation avec ce profil. Donc, c'est-à-dire que parler un peu grossièrement, mais les ressources disponibles sur le marché ne correspondent pas forcément aux besoins de l'entreprise à l'instant T. Parce que les diplômes ne sont pas les bons, parce que le savoir-être n'est pas le bon ? Les diplômes, les formations, les prérequis. On parle de diplômes. Il y a certaines professions qui sont réglementées et qui nécessitent du coup des diplômes, des formations préalables. Après, les entreprises maintenant vont même au-delà et ne demandent plus forcément ces prérequis puisqu'elles acceptent de former et d'enrichir les compétences des demandeurs d'emploi. Alors pour aller dans votre sens, d'ailleurs, on a reçu il y a quelques semaines un directeur de jardinerie qui nous avouait qu'avant il regardait beaucoup le diplôme. Maintenant, c'est vrai qu'il a plutôt tendance à regarder le savoir-être, la posture. Finalement, on peut se dire qu'on est formé durant toute sa vie ou durant tout son parcours dans l'entreprise. Ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui du recrutement. On regarde moins le diplôme parce qu'on sait qu'en France, on regardait beaucoup le diplôme. Absolument. Aujourd'hui, on sait qu'une compétence devient obsolète très rapidement. Pourquoi ? Parce que la société évolue très rapidement, on a de nouveaux métiers, il y a l'intelligence artificielle, l'ultra-digitalisation qui arrive dans nos entreprises, dans nos sociétés. Et aujourd'hui, les entreprises évaluent plus ce qu'on appelle les savoir-être ou les soft skills, en testant par exemple la capacité d'adaptation, la capacité d'apprentissage, puisque ce sont ces qualités qui vont permettre aux salariés, aux futurs salariés ou aux demandeurs d'emploi de s'adapter au mieux dans les entreprises. Un peu plus à l'anglo-saxonne. C'est ça. Quand on a interrogé les entreprises de l'Association nationale des DRH, 88% d'entre elles estimaient avoir d'énormes difficultés en matière de recrutement. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises, surtout dans une époque où le taux de démission est un taux record, puisqu'on était en 2022, au premier trimestre 2022, à 2,7% de démission. Ça veut dire que c'est pas forcément le problème de recrutement, c'est pas forcément un problème pour de petites entreprises, ça touche vraiment toutes les typologies d'entreprises. Ça touche toutes les entreprises et on a des problèmes de recrutement soit
on appelle ça un problème, mais c'est une opportunité, soit parce que l'entreprise se développe et qu'elle crée des emplois, soit parce que les salariés quittent l'entreprise. Alors, on a dit ce que c'était qu'une difficulté de recrutement, hein, c'est la difficulté de trouver chaussures à son pied, entre guillemets, pour des raisons de diplôme qui ne sont pas en adéquation finalement avec les attentes. Donc ça, c'est une raison plutôt structurelle. Il y a une raison peut-être plus conjoncturelle aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a tendance à appréhender, à aborder peut-être le recrutement, l'entretien d'embauche d'une manière un peu différente aujourd'hui. Est-ce que vous diriez même que le rapport de force s'est un peu inversé? C'est pas l'entreprise qui détient finalement la clé du recrutement, c'est aussi le postulant? On est passé on va dire d'un modèle de recrutement où l'entreprise recevait les candidats, et les candidats devaient se vendre pour être ensuite sélectionnés par l'entreprise. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont se vendre auprès des salariés. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? C'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est la société qui s'adapte. C'est des modèles qui sont différents. Est-ce qu'on n'équilibre quand même pas malgré tout la relation entre le postulant et le recruteur? Ça devient une relation gagnant-gagnant. C'est vrai que peut-être que le poids de l'entreprise avant était disproportionné par rapport à celui du candidat. Aujourd'hui, la société fait qu'on est plutôt dans un rapport gagnant-gagnant, compte tenu aussi du taux de chômage qui est au niveau national à 7,4. Et à titre d'exemple, il était en juin 2015, donc il y a à peu près 8 ans, à 10,5. Donc il a considérablement diminué. Donc le rapport de force est devenu d'égal à égal. Et les entreprises se réinventent un petit peu pour aller chercher ces candidats. On parle beaucoup de la marque employeur. On parle aussi beaucoup de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors je me permets de vous couper, la marque employeur, c'est le fait que l'entreprise communique sur finalement les valeurs que porte l'entreprise, sur la manière d'accueillir et de faire évoluer les salariés dans l'entreprise. Hein. Ça en fait partie. On peut prendre le marketing. Une entreprise, quand elle vend un produit, il faut qu'elle le fasse connaître, il faut qu'elle le fasse aimer et que les gens l'achètent. Voilà le principe du marketing. Là, on le transpose dans les entreprises pour aller chercher les candidats. Et donc, comment est-ce que je fais connaître mon entreprise? Comment je la fais être désirée? Comment je communique sexy, sur ses valeurs? Sexy, exactement. Et comment est-ce que je fais que les candidats viennent postuler et que je réussisse à les attirer dans l'entreprise. Alors, le recrutement, on va essayer de donner quelques données chiffrées. Donc, vous nous avez donné le taux de chômage. On sait qu'en Savoie, il est de 5,2%. Est-ce que cette situation-là, elle n'est pas quelque part défavorable aux postulants? Puisque si on est en quasi plein emploi, on pourrait se dire que finalement, c'est plus dur de trouver du travail. Alors, c'est plus dur, pas forcément. Au premier trimestre, on avait 375 000 à peu près postes vacants. Donc, l'analyse plutôt qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi est-ce que on a du chômage et des postes vacants? Parce que c'est la grande question que tout le monde se pose, alors que normalement, on fait une soustraction, tout le monde devrait trouver un travail. C'est un peu plus compliqué que ça. On a un écart entre les besoins des entreprises et les personnes qui sont disponibles à l'instant T sur le marché du travail. C'est-à-dire que les personnes qui sont disponibles ne correspondent pas à ce que cherche tout de suite l'entreprise. C'est ça. Donc il y a un gros effort à faire sur soit l'orientation pour les filières collège, lycée, études supérieures, soit la réorientation pour les personnes qui sont demandeuses d'emploi, qui seraient disponibles et donc seraient orientées vers des métiers qu'ont besoin les entreprises. Parce qu'on sait aussi qu'une majorité de chômeurs n'ont tout simplement pas ou peu de qualifications, certains n'ont pas le bac, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on postule dans un poste d'entreprise, on demande souvent quand même un minimum de qualifications, voire d'études supérieures. Si on n'a pas le bac, c'est vrai qu'il faut impérativement se former. Il faut impérativement se former sur des métiers ouvriers, techniciens. Aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas le bac, Pôle emploi fait quand même beaucoup d'efforts sur la formation des demandeurs d'emploi pour justement les accompagner vers un emploi qui correspondrait à leurs souhaits, à leurs envies ou aux besoins du marché. Est-ce que c'est pas d'autant plus dur, si on prend un peu de recul, en Savoie, justement, d'être dans cette situation-là où on n'a pas ou peu de qualifications, quand on a un marché du travail de quasi plein emploi à 5,2%? Est-ce que c'est pas plus dur ici de trouver ce genre de travail-là, pas ou peu qualifié, que par rapport à une autre région qui aurait peut-être un taux de chômage plus élevé? Est-ce qu'on peut dire ici quand même, malgré tout, que la marche à franchir est d'autant plus haute? Dans certains corps de métier, oui. Dans d'autres, je prends les exemples, qui sont certes aussi des exemples nationaux, mais aussi
au niveau local, puisque tous les métiers liés, par exemple, au service, la restauration, en Savoie, d'innombrables restaurants, bars recrutent et recherchent du personnel. En pleine ou en station d'ailleurs. C'est ça, en pleine ou en station. Dans les métiers du nettoyage, dans les métiers de la sécurité, on a vraiment encore beaucoup de mal à trouver du personnel dans les Savoies, puisque la Haute-Savoie est aussi concernée par ce phénomène. Est-ce que le Covid a modifié quelque part aussi la relation qu'on a avec l'entreprise ? Le Covid, la crise Covid a vraiment changé ce rapport au travail. Aujourd'hui, on va dire les paradigmes se sont modifiés. On arrive dans des piliers comme par exemple l'équilibre vie pro vie personnelle, oui, qui sont devenus très importants pour les salariés. L'organisation du travail qui devient aussi extrêmement important, où les salariés justement viennent avec des exigences, on peut les appeler comme ça, où la vie professionnelle n'est pas le Graal, le CDI n'est pas le Graal, voilà, on l'entend beaucoup en ce moment. Même auprès des plus jeunes d'ailleurs. Hein. Surtout auprès des plus jeunes. Des primo-postulants. C'est ça. Et donc, les personnes souhaitent un travail, souhaitent travailler. Hein. Sont pas non plus. On a parlé aussi de jeunes plus feignants. Oui, ce n'est pas le cas. C'est des choses qu'on entend. Hein. Ouais. Ce n'est pas le cas. C'est simplement que les paradigmes se sont modifiés et que voilà, les salariés accordent plus d'importance à leur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Ça veut dire aussi, vous me tendez la question, vous me tendez la perche entre guillemets, ça veut dire que en tant que DRH, puisque vous êtes vous-même DRH, il faut un peu changer son logiciel de lecture. Quand on entend un jeune qui nous dit « mais moi, j'ai pas envie forcément de travailler le week-end, pas forcément envie de travailler le soir tard, si je suis dans un restaurant, j'ai envie d'aménager mes horaires ». On en parlera bien entendu plus longuement dans la deuxième partie, mais est-ce que ça veut dire que quand on recrute, il faut pas changer son logiciel aussi ? Alors c'est la grosse problématique des entreprises. Il faut réussir à attirer, on en a parlé au début de l'entretien, et il faut, on va dire, les salariés veulent de la liberté. Ils veulent se sentir plus libres. On a le télétravail, par exemple, en fait partie. On parlera tout à l'heure de la semaine de 4 jours. Il faut réussir, pour les entreprises, il faut réussir malgré tout à garder un cadre collectif, tout en permettant une souplesse individuelle d'organisation à l'intérieur de ça. Mais il ne faut pas, de mon point de vue, céder sur des exigences individuelles qui viendraient détruire le collectif. Oui, c'est tout l'équilibre qui est à trouver et qui est pas forcément évident aussi, bien évidemment. Après, il y a des secteurs qui sont quand même plus en tension que d'autres. Vous avez parlé de la restauration. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça où on cherche beaucoup de main d'œuvre et où on n'en trouve pas forcément ? Alors, ce sont les nouveaux secteurs, les métiers émergents. On parle beaucoup du numérique, de l'intelligence artificielle, aussi de l'industrie et de la cybersécurité. Ce sont des métiers en tension où on a très peu de profils disponibles puisque les métiers arrivent et donc les formations arrivent toujours un petit peu avec un train de retard et l'innovation va toujours plus vite que soit la législation, soit effectivement la formation des personnes pouvant œuvrer dans ces domaines. Et des fois on a les diplômes, on voit que des diplômes apparaissent sur les marchés, dans des écoles, mais que quand on regarde le contenu des formations, on se rend compte que parfois le contenu de ces formations-là n'est pas totalement en adéquation, ce qui veut dire derrière que vous en entreprise, vous êtes obligé de former ces personnes-là pour les mettre entre guillemets à la sauce de votre entreprise. Alors dans toutes les formations, il y a une partie formation universitaire externe et une partie formation interne. On voit aussi, je passe aux méthodes de recrutement puisque du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui font le choix de recruter des salariés qui n'ont aucun diplôme pour ensuite les former en interne. Parce que justement, soit les formations externes sont incomplètes, soit elles sont inexistantes. Et ça fait partie des nouvelles méthodes de recrutement, de prendre un salarié, l'embaucher, le valoriser et le former en interne. Sur les autres méthodes de recrutement qu'on voit aussi arriver pour attirer à la fois avec des campagnes de recrutement qui peuvent être un peu plus sexy et donner envie, un peu d'innovation. Donc c'est le recrutement sans CV. On a de plus en plus d'entreprises qui recrutent sans CV. C'est la suppression de la période d'essai. Voilà. Donc sur des processus de recrutement un peu plus aboutis, où on prend le risque d'embaucher un salarié sans période d'essai, puisque la période d'essai est quand même là pour apprécier
voilà, l'aptitude au salarié à intégrer l'entreprise et son poste. Et c'est une période durant laquelle le salarié comme l'employeur peuvent mettre fin à la relation au travail sans forcément la justifier d'ailleurs. Hein. Absolument. Ça profite aux deux parties. Souvent, la période d'essai est vue pour être plus favorable à l'employeur. Voilà, est-ce que mon salarié fait l'affaire, mais il l'est aussi au salarié qui, pendant ces mois de période d'essai, a la possibilité de rompre sa période d'essai puisque s'il ne se sentirait pas bien ou si le métier correspond pas tout à fait. Ça veut dire qu'un employeur peut supprimer dans le contrat de travail la période d'essai, c'est légal. Absolument, il a le droit. Il faut que le salarié soit aussi d'accord. Hein. Bien voilà, sûr. C'est une relation contractuelle entre deux parties. Il faut que les deux soient d'accord. Et du côté du salarié, est-ce qu'on a intérêt justement à ce qu'il n'y ait pas de période d'essai ? Alors ça, je dirais, ça dépend de chacun. Hein. Voilà, comme je le disais un petit peu avant, ça profite aux deux parties, tant à l'entreprise pour apprécier les qualités du salarié qu'au salarié pour apprécier l'entreprise. Donc ça peut attirer les candidats les plus frileux qui quitteraient un CDI, parce que c'est surtout pour attirer les personnels en CDI, en disant voilà, venez, vous n'avez pas le risque de la période d'essai rompue, puisque c'est ce qui fait peur généralement quand on quitte un CDI pour aller vers un autre CDI. Ça va rassurer ces personnes-là, mais il est vrai que ça peut représenter malgré tout un avantage. Et le fait qu'il n'y ait pas de CV quand on recrute quelqu'un, vous en parliez il y a quelques instants, c'est une tendance nouvelle. Est-ce que c'est une bonne tendance ? Il faut le voir comme quelque chose, par exemple, qui pourrait aller à l'encontre de certaines discriminations, le fait de ne pas avoir de CV, de ne pas avoir de photos, ou est-ce que finalement on se passe du CV et on va plutôt juger des aptitudes, des savoir-être, plus qu'un parcours professionnel, des diplômes ? Moi, je pense que le recrutement sans CV est surtout là pour sélectionner la personne par rapport à ce qu'elle est et son savoir-être. Où on fait un focus sur tout simplement ce que la personne va pouvoir nous dire et non pas sur des lignes de CV qui font référence à des expériences, à des diplômes, à un potentiel savoir-être ou hobby. Mais ça, on peut pas le faire dans tous les métiers. Non, on peut pas le faire dans tous les métiers, effectivement. C'est ça. Alors, pour terminer cette première partie, on va parler du recrutement selon les générations. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, les jeunes postulants, les primo-postulants arrivent avec un état d'esprit peut-être différent de quelqu'un qui est peut-être senior, plus de 50 ans. Voilà, c'est la terminologie qui se nomme ainsi. Vous voyez, vous, en tant que DRH, justement, des différences dans l'approche qu'on peut avoir lors d'un recrutement ? Alors, au niveau de la NRH, on est très engagé sur ces sujets et sur le sujet des seniors. Donc effectivement, ce sont des salariés de plus de 50 ans, même si maintenant on travaille encore jusqu'à 64, 65, peut-être plus. La classification est ainsi faite. Oui. Voilà, c'est comme ça. Et donc on prône le recrutement vraiment sur les compétences et les mises en situation qui permettraient de relever des potentiels et capacités des candidats. C'est pour ça que c'est important aussi quand on parle de seniors, de parler aussi de capacité d'adaptation, d'apprentissage, de réorientation, d'apprentissage aussi de nouveaux métiers, parce que on pourrait considérer le senior qui a 30 ans d'expérience dans une seule entreprise ou dans un seul corps de métier compétent uniquement dans ces domaines, alors qu'il a sans doute une capacité d'adaptation et d'apprentissage élevée qui lui permettrait de faire énormément d'autres choses. Mais en tout cas, l'approche n'est pas la même. On ne recrute pas quelqu'un qui a 20 ans ou 22 ans ou 23 ans comme quelqu'un qui a 50 ou 55 ans. De toute façon, il faut adapter et individualiser un petit peu par rapport au profil qui se présente à nous pour avoir un processus de recrutement qui soit pertinent et fiable. Et les réseaux sociaux, ça sera ma dernière question. Vous, en tant que recruteur, est-ce que vous allez regarder ce qui traîne sur Internet, entre guillemets, des photos de soirée ou pas, d'ailleurs, des profils ? Ça, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse quand on est recruteur ? Alors, il faut que tout le monde sache que le recruteur va automatiquement googliser la personne. Oui. Donc, va taper son prénom et son nom et va chercher, pas forcément par esprit de voyeurisme, mais pour en savoir un petit peu plus et connaître la personne sur ses hobbies, ses expériences professionnelles, sur LinkedIn notamment, mais parfois on peut arriver sur les pages Instagram, Facebook, un peu plus personnel, TikTok, où on va voir apparaître le côté personnel qui peut aussi mettre en lumière de très bons côtés, de créativité par exemple sur TikTok avec des vidéos qui auraient été faites et publiées. C'est plus quelque chose qui est tabou aujourd'hui ou quelque chose qui peut être gênant, au contraire, de voir qu'une personne est épanouie et fait autre chose et le rend public sur les réseaux. Ça ne pose pas problème en tant que recruteur. Alors ça pose pas de problème
tant que recruteur. Après, il faut toujours nuancer ce qu'on dit. Ça peut en poser. Si le candidat prend une direction inverse aux valeurs de l'entreprise, forcément que ça risque de ne pas matcher sur le recrutement et même lors de la relation contractuelle, puisqu'on voit beaucoup de soucis qui arrivent lorsque des personnes prennent la parole en public, parce que quand on est sur Internet, c'est public. Tout le monde peut voir ce qu'on dit, qui sont contraires aux valeurs ou qui ne vont pas dans les intérêts de l'entreprise. Là, ça peut être défavorable. Quels que soient les âges d'ailleurs. Quel que soit l'âge, absolument. Vous restez avec nous, Alexis Bertel, DRH du groupe Pantera, également président de l'ANDRH Savoie-Mont-Blanc. C'est l'association qui regroupe l'ensemble des DRH de Savoie et de Haute-Savoie. 18h36, l'économie autrement revient dans quelques instants. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h39, l'économie autrement, deuxième partie. On parle dans cette émission de recrutement et maintenant nous allons parler organisation du travail avec notre invité. Alexis Bertel est toujours avec nous, le DRH du groupe Pantera, également président de la NDRH Savoie-Mont-Blanc. C'est une association qui regroupe des DRH au niveau de la Savoie et de la Haute-Savoie. Vous êtes également membre du bureau national de la NDRH et je rappelle également que vous êtes président du Conseil des prud'hommes à Aix-les-Bains. Alors on va parler d'organisation du travail. C'est vrai que l'après-Covid a quelque peu changé notre relation que l'on a au travail. Il y a ce qu'on appelle des nouveaux paradigmes, des nouvelles tendances. Et parmi cette nouvelle tendance-là, c'est l'essor du télétravail. On voit apparaître dans les offres de recrutement ou les offres de travail qu'il y a la possibilité d'être en télétravail 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens, Alexis Bertel ? C'est une bonne chose si les entreprises et les salariés le souhaitent, ce qui est la plupart du temps le cas. On avance, on en parlait en première partie, mais on est passé d'un marché d'employeurs à un marché d'employés, où on a des exigences et des souhaits qui arrivent des candidats et des salariés. Et donc, avec la crise Covid, un besoin de liberté, un besoin de confiance aussi, qui s'est traduit par plus de télétravail dans les organisations, pour les professions le permettant, parce que on a quand même plus de professions qui ne permettent pas de télétravailler que l'inverse, mais c'est quelque chose qui arrive dans quasiment toutes les entreprises qui le peuvent. Alors on rappelle que le télétravail, c'est le fait d'être à distance du lieu physique d'exercice de son travail. Donc si je suis en télétravail, je peux être chez moi, je peux être dans un centre de coworking aussi. C'est pas forcément être présent physiquement dans l'entreprise, c'est ça le télétravail. C'est ça le télétravail, c'est exercer son activité en dehors de son lieu de travail habituel. Donc ça peut être chez soi, sur son lieu de vacances, pourquoi pas, en espace de coworking, vous l'avez dit, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut avoir les doigts de pied en éventail, si vous me permettez l'expression, surtout que c'est de rigueur en ce moment, et avoir son boss ou son DRH justement au téléphone qui constate la situation, qu'on est sur la plage, ça va pas nous porter préjudice dans la relation au travail ? Alors, pourquoi le télétravail est arrivé ? J'en parlais un petit peu par rapport à un besoin... une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie personnelle. Donc, plus de liberté, plus de confiance et une meilleure articulation entre la vie privée et la vie personnelle, pour la vie professionnelle et la vie privée, pour pouvoir avoir plus de place pour les loisirs, ce genre de choses, et une liberté dans l'organisation journalière de sa vie et de sa journée de travail. Ce qui veut dire qu'on peut très bien être performant et travailler de 8h à 11h, sortir de 11h à 13h à la plage, pourquoi pas, et de retravailler de 14 à 19h. Voilà. Ça, c'est possible grâce au télétravail. C'est possible grâce au télétravail, donc on n'a plus tous ces temps de déplacement, ces temps de pause à midi qui sont souvent passés au bureau, ces temps de déplacement pour aller déposer ses enfants à l'école ou à la crèche et aller les récupérer le soir, tout ça est neutralisé du fait que le salarié reste en principe à son domicile. Par contre, Madame Michu, qui elle passe 5 jours sur 7 au bureau, forcément, elle va peut-être pas le voir d'un bon œil. Oui. Elle va peut-être pas le voir d'un bon œil, surtout si alors on a un peu on a les professions qui ne permettent pas de télétravailler, donc c'est vrai qu'il faut peut-être un peu les mettre de côté, puisque
sont pas forcément concernés. Et donc, effectivement, ils peuvent toujours reprocher aux télétravailleurs d'avoir plus de temps libre, mais malheureusement, ça ne changera pas sa situation. Le travail de bureau, pour faire simple, on peut télétravailler. Voilà, on va dire le travail administratif, comptable, RH, commercial, ces métiers vraiment administratifs qui nécessitent l'utilisation des nouvelles technologies, ordinateurs et téléphones permettent, dans la plupart des cas, de télétravailler. Donc, on cumule tous les avantages parce qu'on a le télétravail. Souvent, une entreprise, elle offre des avantages en nature, tickets restaurant, voilà, des avantages, des primes. En fait, quand on télétravaille, on vient rajouter un avantage. C'est un avantage. Le télétravail, à la base, avant la crise Covid, il était issu d'une demande du salarié. Le salarié demandait à télétravailler, l'entreprise était d'accord. Aujourd'hui, on est plus sur un mode où l'entreprise peut demander du télétravail. Dans la plupart des cas, c'est quand même le salarié qui le demande. Et donc, ça s'additionne effectivement comme étant un avantage, puisque après, c'est important de le rappeler. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un avantage ? Parce que les salariés le demandent. Sinon, ils ne le considéreraient pas comme un avantage. Donc, c'est pour apporter plus de souplesse dans l'organisation, mais aussi pour rendre l'entreprise attractive lorsqu'elle recherche des candidats. Et une offre qui n'a pas de télétravail aujourd'hui, enfin qui ne propose pas de télétravail, elle aura beaucoup moins de succès aujourd'hui. Ah ben clairement. Aujourd'hui, maintenant sur quasiment tous les job boards, donc tous les sites qui proposent des annonces de recrutement, on a la possibilité de marquer si un télétravail partiel, télétravail hybride ou pas de télétravail. L'entreprise qui prive complètement de télétravail pour des raisons légitimes, j'imagine, va se priver d'une partie de candidats qui vont aller uniquement vers des entreprises le permettant. Vous comprenez que ça puisse choquer une ancienne génération ou certaines personnes dans la population qui se disent non, quand on travaille, on doit aller en entreprise, on doit prendre sa voiture, on doit prendre le bus, c'est pas forcément travailler depuis chez soi. Vous pouvez comprendre ces remarques-là aujourd'hui ? Est-ce que vous les constatez, vous d'ailleurs, au quotidien dans l'entreprise ? Ouais, je comprends, je constate. Après, ça peut choquer autant qu'on veut, mais derrière, c'est pas ce qui va changer les exigences des candidats. On peut être outré de tout ce qu'on veut, soit on s'adapte aux exigences du marché et des candidats, soit on ne s'adapte pas. Après, si le télétravail n'est pas possible, il faut aussi l'expliquer, le rendre cette décision audible. Ce qui n'est pas audible, c'est toutes ces entreprises qui refusaient le télétravail avant la crise Covid, qui l'ont autorisé pendant la crise Covid. Enfin, je le dis autorisé, mais qui l'ont permis en tout cas. Il n'y a pas forcément le choix, mais qui l'ont permis, où ça a fonctionné et où les entreprises derrière n'ont pas souhaité le remettre en place. L'enlever. Voilà. Et donc, parfois, c'est là qu'il peut y avoir des incompréhensions. Après, il appartient à chaque entreprise de définir sa politique RH avec la mise en place de télétravail ou non, pour des motifs légitimes. Et quelle est la place du manager dans cette organisation-là ? Parce que bien évidemment, le manager, alors sans rentrer dans les caricatures, mais c'est la personne qui contrôle aussi le travail, qu'il soit bien fait, dans les temps. Quand on est à distance, c'est plus compliqué de contrôler la manière dont est fait le travail. Est-ce que ça ne remet pas en cause aussi le rôle du manager et la façon de concevoir le rôle de manager ? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des managers, mais c'est quand même un rôle indispensable dans les entreprises qui ont pris aussi eux le télétravail. Donc certes, ils pouvaient aussi télétravailler, donc ils l'ont vu comme des salariés, mais ils avaient aussi des équipes à manager à distance. Donc c'est d'autant plus compliqué puisque la plupart des managers n'étaient pas formés à ça. Il y a deux composantes. Il y a la partie qui est plutôt technique, donc qui est liée au matériel. L'ordinateur, comment est-ce que je communique avec mes équipes, quel outil de reporting on peut utiliser dans les équipes, comment est-ce qu'on arrive à se rencontrer. On parlait beaucoup de visio, de Teams, enfin tous ces outils qui permettent de communiquer à distance. Donc le télétravail impose de la part de l'employeur des outils adaptés. Ah oui, forcément. Si on veut pouvoir performer autant qu'en présentiel, il faut avoir des outils adaptés qui permettent de pouvoir communiquer, de pouvoir travailler. Il faut une connexion Internet qui soit suffisamment performante pour se connecter éventuellement sur des bureaux à distance ou sur des outils qui sont assez énergivores. Donc ça, c'est indispensable. Et la deuxième partie, qui est plutôt humaine, managériale, où il faut absolument former les managers à manager à distance. Donc,
Ça a commencé à arriver de plus en plus dans les entreprises, parce que derrière, on va retrouver un manager qui n'arrive plus à contrôler ses équipes, qui n'arrive plus à discuter, qui n'arrive plus à les fédérer et qui n'arrive plus à créer un esprit collectif autour de l'équipe. Parce que la personne n'est pas joignable. Parce que alors c'est pas qu'elle est pas joignable, Moins facilement mais joignable. c'est qu'elle est moins facile d'accès physique. Puisque celui qui avait l'habitude d'aller dans le bureau d'à côté, de discuter, d'échanger, de donner des directives, il se retrouve en télétravail, il va devoir faire autrement. Et parce qu'on tolère aussi peut-être qu'une personne qui est à distance ne réponde pas systématiquement au téléphone. Ah, ça, il faut le tolérer, puisque la personne, c'est vrai que dans les entreprises, c'est un petit peu tabou. On téléphone une fois, la personne ne répond pas, il est en télétravail, il n'a pas répondu, on ne sait pas ce qu'il fait. Bon, c'est ce qu'on va dire. C'est quasiment toujours ce qui est dit. La personne peut être au téléphone avec une autre personne. Elle peut Sous-entendu, elle ne fait rien. Voilà, c'est ça. C'est exactement les messages qui sont passés. Donc, c'est pour ça que le manager doit être formé. Et aussi, on a une préconisation au niveau de la NDRH sur le rythme. Voilà, puisque quand on parle de télétravail, on peut parler soit effectivement de full télétravail, donc 5 jours sur 5, ce qui est ce que je déconseille personnellement. On est plutôt sur un modèle de 2-3 jours. C'est-à-dire 2 jours de télétravail ou 2 jours de présentiel, 3 jours de télétravail, 3 jours de présentiel. Voilà. 2 jours, 3 jours, on alterne avec, ce qui est très important, un jour commun dans l'équipe. Voilà, vous avez une équipe de 5, 6, 10 personnes. Il faut que les personnes soient ensemble au moins une journée par semaine. Pour la cohésion. Pour la cohésion, pour l'esprit d'équipe, pour que chacun puisse se voir et communiquer de vive voix. Le risque de faire du télétravail un petit peu à la carte, voilà, avec quelqu'un qui dit moi je veux tel jour, moi je veux tel jour, moi je veux tel jour. Ce qui est parfois le cas. Ce qui est effectivement très souvent le cas. Le manager va perdre le contrôle sur son organisation, sur son équipe et créer à l'intérieur des différends et perdre un petit peu de l'esprit d'équipe en tout cas. Et si je suis manager, je dois aussi revoir la manière d'être manager, parce que un manager avant, il contrôlait le travail, il regardait comment c'était fait, si c'était bien fait, et puis à la fin, il validait le fait que le travail était fait dans les temps. Aujourd'hui, finalement, contrôler la manière dont c'est fait, avec le télétravail, on a l'impression que la manière est moins importante finalement que le résultat. C'est-à-dire que le manager, il va plutôt s'attarder à le résultat plutôt que la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'en clair, si j'arrivais à 9h et que j'étais là de 9h à midi, de 13h à 17h, ça faisait partie intégrante de ma mission et je devais recadrer le salarié s'il n'était pas là aux horaires. Bon, en télétravail, si je suis pas connecté à 9h01, c'est moins grave, on a l'impression. Pourquoi le télétravail est arrivé aussi ? Parce que les gens en ont eu marre de ce système qu'ils voient comme archaïque, sur des horaires fixes, 9h-17h, le travail fait, on regarde comment je le fais et on ne regarde pas l'objectif et le rendu. Les gens en ont de plus en plus marre. Surtout sur le comment le faire et sur ses horaires. C'est le syndrome du petit chef, c'est ça que vous voulez dire ? Pas forcément. Je ne sais pas si c'est le syndrome du petit chef, mais c'est pour arriver à la conclusion que les salariés ont besoin de confiance. Voilà. Et d'épanouissement, de s'épanouir en fait. Voilà, de s'épanouir. Une certaine marge de liberté quelque part. Voilà, c'est ça, de la liberté. Ils veulent que leur manager leur fasse confiance, surtout quand c'est à distance. Ils veulent être en capacité de fonctionner plutôt sur des objectifs. C'est-à-dire, ton objectif, ça sera d'arriver à tel point et que le salarié puisse avoir la latitude d'atteindre cet objectif comme il l'entend. Et que le manager soit plutôt dans une posture de coach qui viendrait plutôt en soutien. D'accompagnement. Voilà, d'accompagnement, d'arbitrage éventuellement. Et moins de contrôle. Moins de contrôle et moins comme étant un sachant. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que finalement le manager aujourd'hui doit s'adapter à ça, davantage être focus, vous le disiez, résultat, objectif, moins dans la manière finalement. On s'adapte avec le télétravail, on est plus souple. C'est un enseignement quand même fondamental parce que la relation entre l'employeur et le salarié avant était quand même très rigide, était très codifiée. On enlève des codes finalement avec le télétravail. C'est ça. Moi je dis souvent, avant on expliquait comment faire, maintenant on explique pourquoi faire. Et aux yeux des jeunes générations, on a de meilleurs résultats quand on explique pourquoi, où on apporte du sens. On explique ça dans le cadre de la stratégie d'entreprise, dans le cadre de telle mission, etc.,
que en parlant strictement sur le comment. Voilà, tu vas faire telle tâche, tu vas la faire comme ça, et où on n'explique pas plus. Alors il y a une autre tendance dans l'organisation du travail, c'est la semaine des 4 jours. Est-ce que l'on sait si la semaine des 4 jours a du succès en France ? Oui, on le sait. Pour l'instant, elle n'en a pas. C'est un effet très médiatique. Beaucoup de monde en parle, surtout les médias. Aujourd'hui, on a sondé nos adhérents au niveau national. 3% des entreprises seulement ont mis en place le télétravail. 3%. 3% seulement. Et 78% indiquent que ce n'est absolument pas un projet. Donc, aujourd'hui, très peu d'entreprises l'ont mis en place et très peu envisagent de le faire. Parce qu'elles n'y croient pas ou parce que ça n'est pas faisable ? Les deux. La semaine des 4 jours, ça implique une réorganisation complète de l'entreprise ou d'un service. Ça dépend de son activité. Si elle a une activité, je sais pas, où il y a un contact avec la clientèle, comme un magasin, il y a besoin que les gens soient là pour offrir une meilleure qualité de service. Il y a certaines professions où c'est extrêmement difficile. Il y a au niveau. Faut accepter par exemple que le restaurant ne soit ouvert que 4 jours par semaine. Par exemple, voilà, donc ce qui n'est pas acceptable du coup. Après, on parle des horaires. Donc, comment est-ce qu'on répartit les 35 heures sur 4 jours ? Il me semble ça fait 8h45, ce qui fait beaucoup. Ce qui change considérablement les organisations de chaque salarié. On passe d'une journée à 7h à 8h45. Donc c'est un chamboulement personnel aussi. Donc modification des horaires. Modification des horaires, modification, on en parlait un petit peu, est-ce que j'ai toujours la possibilité d'amener mon enfant à l'école ? Est-ce que les horaires de garderie me permettent de l'amener le matin et d'aller le récupérer le soir alors que je fais 8h45 ? Donc il y a beaucoup de composantes personnelles. Après, est-ce qu'on réduit la durée du temps de travail ? On passe à 32 heures avec 8 heures par jour. Ça, il faut que le salarié l'accepte. Et on arrive après, avec un dialogue social avec les institutions représentatives du personnel. Est-ce que c'est vraiment après une construction avec les salariés et l'entreprise pour voir si c'est à la fois profitable pour l'entreprise, pour le maintien de son activité et pour assurer sa pérennité et pour l'organisation des salariés. Et l'impact sur la productivité, est-ce qu'on sait aujourd'hui si la semaine des 4 jours rend plus productif ou pas ? On le sait pas. Moi, je le sais pas. On n'a aucun indicateur très pertinent en la matière qui vient confirmer ou infirmer. Ça ne renforce pas la motivation. Ça pourrait éventuellement la renforcer si c'était un souhait des salariés. Après, aujourd'hui, motivation n'est pas forcément synonyme avec performance. Motivation peut l'être avec un peu plus d'engagement, un peu plus de fidélisation sur la durée, sur la performance. Honnêtement, c'est discutable, quoi. Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Vous parlez beaucoup aussi parfois, pour terminer sur ce sujet de l'organisation du travail, d'ultra-flexibilité. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est moi qui utilise ce terme. Vous ne l'avez pas encore breveté d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'on va dans une société qui va demander de l'ultra-flexibilité, qu'on va pas forcément être sur une semaine de 4 jours, de 5 jours, mais potentiellement de 6 jours, avec des semaines qui pourront même arriver à 7 jours, puisqu'on va arriver sur des entreprises sur des demandes de salariés, à mon avis, qui vont être de pouvoir travailler quand ils le souhaitent. Voilà, on va leur dire, vous devez travailler 35 heures dans la semaine. Vous vous débrouillez, vous les mettez où vous voulez. C'est l'emploi du temps à la carte, à la semaine. Vraiment à la carte et à la semaine. Je pense que c'est des tendances qui vont arriver. Où certains vont dire, moi j'ai envie de travailler tous les matins, je veux tous mes après-midi pour pouvoir faire je ne sais quoi. S'il y a des chefs d'entreprise qui vous écoutent, là, je pense qu'ils vont avoir les oreilles qui vont siffler, non ? Oui, alors ça dépend de l'activité. Vraiment, là, ça dépend de l'activité. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas encore en entreprise. Je pense que c'est des choses qui vont arriver de plus en plus, où les salariés vont demander vraiment beaucoup plus de flexibilité pour pouvoir concilier, encore une fois, mieux la vie professionnelle et vie personnelle, puisqu'ils accordent de plus en plus d'importance à cela. Mais ça ne pourra fonctionner que si on contrôle que le travail est bel et bien fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on a encore un peu de flou au niveau réglementaire, déjà sur le télétravail. Aujourd'hui, il y a encore une partie notamment liée par exemple aux accidents du travail à domicile qui sont
encore un peu flou. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe si je me fais mal, entre guillemets, je me casse une jambe chez moi alors que j'étais sur mon temps de travail? C'est tout le problème. Aujourd'hui, c'est un petit peu flou. En principe, le salarié qui a un accident pendant son temps de travail et sur son lieu de travail est considéré comme un accident de travail. Oui, il faut que ça soit écrit par contre dans le contrat de travail. Pas forcément. Ça, c'est la loi. Voilà. D'accord. L'accident de travail survient pendant le temps de travail et sur le lieu de travail du salarié. Même si dans le contrat de travail, ça n'est pas mentionné télétravail. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Toujours en principe, si le salarié est assis à son bureau chez lui et qui travaille, qui tombe de sa chaise pendant son temps de travail, je dis n'importe quoi, ce sera considéré comme un accident de travail. Et donc cette partie mérite en tout cas d'être clarifiée. Et aussi sur ce que j'appelle l'ultra-flexibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des temps de repos à respecter, il y a une durée légale hebdomadaire à respecter, et honnêtement, la réglementation actuelle ne permet pas d'ultra-flexibilité si on souhaite on doit respecter la réglementation en la matière. Donc on va continuer de légiférer dans le droit du travail, si j'ai bien compris, dans les prochains mois, les prochaines années, pour s'adapter à tout ça. Hein. Oui, je pense. On va continuer de parler de cette thématique. On a parlé de recrutement, on a parlé d'organisation du travail. Juste après la pause, on va parler d'emploi des seniors. Il est 18h59. Vous écoutez l'économie autrement sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h02, c'est la dernière partie de l'économie autrement sur Radio Grand Lac et on est toujours avec Alexis Bertel, le DRH du groupe Pantera, également président de l'ANDRH Savoie-Mont-Blanc. C'est l'association qui regroupe les DRH de Savoie et de Haute-Savoie. Vous êtes également membre du bureau national de l'ANDRH. Dans cette troisième partie, on va parler donc de l'emploi des seniors. Alors, il faut d'abord le dire, senior, dans une entreprise, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans. C'est ça, plus de 50 ans. Même s'il reste encore 15 ans à travailler, le senior est celui qui a plus de 50 ans. Et plus on est âgé dans une entreprise, plus on a de risques d'être au chômage. On peut le présenter comme ça ? Alors, je ne sais pas si on a plus de risques d'être au chômage. En tout cas, on a, par rapport aux chiffres qui nous sont donnés, plus de mal à retrouver un emploi. D'accord. Bien. Donc, il y a une nuance quand même. Oui, il y a une nuance. Les taux de chômage, aujourd'hui, il est de 5,2 chez les 50-54 ans, de 6% chez les 55-60 ans et de 6,9 pour les 60-64 ans. Donc, on voit qu'il y a une tendance qui monte en fonction de l'âge. Donc, plus on est âgé et plus le taux de chômage est élevé. Donc, c'est quand même une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire que quand j'embauche un senior, il y a des chances, il y a des probabilités, des possibilités pour qu'il parte. Et s'il part, ça vient alimenter quand même le chômage parce que quand on est senior, on a plus de difficultés à retrouver un travail derrière. Alors, on a plus, il y a soit plus de difficultés, soit beaucoup, il est vrai, il faut le dire, sont proches de la retraite et donc attendent de partir à la retraite si la retraite arrive d'ici quelques mois. Alors, on a parlé de l'emploi des seniors. Il y a un enjeu de transmission des savoirs dans une entreprise parce qu'on parlait des jeunes postulants tout à l'heure. Quand je suis senior, j'ai beaucoup de savoir, d'autant plus si je suis resté longtemps dans l'entreprise, si j'étais un salarié fidèle. Comment on peut faire pour accompagner finalement cette transmission de savoir lorsque l'on sait qu'une personne va partir à la retraite, par exemple, dans 3, 4, 5 ou 6 mois ? Alors, c'est un sujet d'actualité pour la fonction RH. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle le mentorat d'un jeune par un salarié senior. Donc, c'est-à-dire qu'on anticipe et on demande aux salariés seniors de former le salarié jeune pour justement transmettre ce savoir-faire qui a été acquis depuis toutes ces années et pour ne pas le perdre. Il y a un autre enjeu qui va être ensuite de former ces seniors à la formation interne, puisque c'est pas quelque chose qui est inné, donc c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il est indispensable de pouvoir former ces salariés seniors pour qu'ils puissent en tout cas transmettre ces savoir-faire aux nouveaux arrivés et aux plus jeunes. Oui, transmettre les savoirs, c'est pas inné. Il faut être formé pour savoir transmettre. C'est ça, il faut être formé et il faut aussi les accompagner sur le maintien de leur employabilité. On parle beaucoup des outils numériques ou des évolutions des métiers avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, vous l'avez entendu, le senior, c'est quelqu'un qui a 50 ans ou plus,
qui a potentiellement 10, 15, peut-être même plus à travailler et qui doit être maintenu en compétence pour pouvoir performer dans son expertise et dans sa spécialité, même s'il a plus de 50 ans. Donc c'est très important de le maintenir en compétence et maintenir son employabilité pour qu'il puisse continuer à performer sur des sujets comme l'intelligence artificielle, par exemple. Une question peut-être un peu tabou, vous me direz ce que le DRH que vous êtes en pense. Est-ce qu'on a envie encore aujourd'hui dans une entreprise de valoriser quelqu'un qui a plus de 50 ans, de l'aider à transmettre, à accompagner ? Est-ce qu'on a autant envie de le valoriser que quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans ? Je pense que oui, c'est l'intérêt des entreprises. L'entreprise qui a un senior qui quitte l'entreprise pour un départ en retraite, si je prends un cas classique, il y a un savoir-faire qui va partir. L'entreprise ne souhaite pas forcément perdre ce savoir-faire, puisque de plus en plus d'entreprises, par ailleurs, demandent à leurs jeunes retraités s'ils souhaitent retravailler derrière pour l'entreprise, dans le cadre de contrats à temps partiel, par exemple. Mais avant ça, c'est indispensable pour l'entreprise de transmettre ce savoir-faire. Transmettre soit les missions qui sont effectuées, soit le savoir-faire qui est derrière tout ça, à un plus jeune ou quelqu'un qui a moins de 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? C'est du tutorat ? Est-ce qu'il y a des formations ? Vous avez parlé des formations. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qu'on peut mettre en place ? Ou est-ce que c'est vraiment les deux principaux dispositifs-là qu'on invite peut-être les employeurs à mettre en place d'ailleurs ? Alors, aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif juridique ou réglementaire qui existe. D'accord. Aucun contrat de génération, par exemple, puisque c'est quelque chose qui a existé dans le passé. Aujourd'hui, c'est uniquement l'initiative des entreprises et ils ont tout intérêt à le faire puisque, comme je le disais, ça va permettre de conserver ces savoir-faire et ça va avoir une vraie valeur ajoutée dans la formation des nouveaux entrants. Après, nous, les propositions qu'on avait formulées pour inciter justement les entreprises à la fois à embaucher mais à conserver les seniors justement pour assurer cette transmission de savoir-faire, c'est quelque chose qui était sur le modèle d'un jeune, une solution. Donc ça, c'était un modèle qui existe toujours, qui incite les entreprises à embaucher les plus jeunes dans le cadre de contrats d'apprentissage, où ils ont une exonération de charges et aussi des aides qui incite à l'embauche. L'apprentissage et l'alternance d'ailleurs qui a le vent en poupe. Il y a énormément d'alternants et de contrats d'apprentissage qui ont été signés ces dernières années, notamment avec des aides fiscales. C'est ça a eu énormément de succès auprès des entreprises puisque des mesures qui étaient très incitatives puisque le salarié embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour parler économiquement, ne coûtait presque rien. Ça, c'est une bonne solution pour vous, justement pour ce rôle de transmission ? Pour moi, il faut des mesures qui soient incitatives et non contraignantes. Il y a aussi l'index senior qui, à un moment donné, était sur la table. Donc, nous, on était pour un index senior, mais qui soit non contraignant. C'est quoi un index senior ? Alors, l'index senior, pour l'instant, il n'existe pas, mais ce serait quoi ? Ce serait un index qui serait que les entreprises devraient communiquer, donc au pouvoir public, à l'administration, pour connaître par exemple soit le taux d'embauche des seniors, potentiellement l'augmentation des seniors, les promotions des seniors, que sais-je. Aujourd'hui, rien de précis n'a été déterminé. On parle simplement d'index senior. Justement, toute la difficulté est de trouver des index, des indicateurs qui soient pertinents et fiables, remontés par les entreprises. L'idée, ça serait de savoir si l'entreprise, elle est senior compatible, entre guillemets, c'est ça ? L'idée, ça serait de savoir si l'entreprise ne fait pas de discrimination liée à l'âge. C'est ça. Comme l'index professionnel entre les hommes et les femmes, le but, c'était de savoir s'il y avait une discrimination entre les hommes et les femmes. Parce que c'est le cas. Parfois. On fait de la discrimination à l'âge. Alors, certainement que ça doit être le cas parfois dans les entreprises. Après, alors oui et non, parce que quand on a deux parties, le tort n'est jamais qu'à une seule partie. On a beaucoup par exemple, seniors demandeurs d'emploi qui souhaitent rester dans les filières préconisées et qui ne vont pas forcément vers de la réorientation. On parlait d'un écart entre les besoins des entreprises et les ressources formées et disponibles.
Moi, j'inciterais, titre personnel, voilà, quelqu'un qui a 50 ans, surtout si la filière est bouchée et où aucune entreprise ne recrute, c'est peut-être de se réorienter vers un autre métier, de reprendre une formation. Tout le monde en est capable. On peut le faire à plus de 50 ans. Ah oui, on peut le faire. Ça peut être un renouveau, ça peut être justement une nouvelle dynamique, quelque chose qui serait même stimulant. Et je dis ça pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on arrive à conserver un salarié 3-4 ans dans une entreprise, c'est déjà très bien. Oui. Donc, même quelqu'un qui se réorienterait, j'ai envie de dire, à 60 ans, puisqu'il me semble que le départ en retraite, c'est 64 ans maintenant. Donc, une entreprise pourrait même l'embaucher de 60 à 64 ans, puisque je le redis, quelqu'un qui reste 4 ans dans une entreprise, déjà, c'est bien. Alors justement, vous nous parlez de l'âge de départ à la retraite, 64 ans. On sait qu'il y a eu une réforme qui a fait beaucoup discuter ces dernières semaines, ces derniers mois. Le passage effectivement à 64 ans comme âge légal de manière progressive, ça va impacter l'emploi des seniors, ça va impacter la relation entre les seniors et l'entreprise ou pas forcément ? Alors, la retraite et l'emploi des seniors sont deux faces d'une même pièce. On peut pas parler de l'un sans l'autre. Pour les entreprises, l'enjeu, ça va être de proposer des parcours de carrière qui ont du sens, et même en fin de carrière, d'aménager éventuellement les postes pour prévenir la santé et la sécurité, surtout sur des métiers extrêmement physiques, les métiers du bâtiment ou d'industrie qui sont extrêmement physiques, et de continuer à maintenir leur employabilité pour justement leur permettre, le cas échéant, de trouver du travail plus facilement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait des aménagements entre guillemets de carrière qui pourraient être mis en place pour faire partir peut-être plus tôt des personnes qui ont des conditions de travail difficiles. Hein. Oui. Il me semble qu'il pourrait partir à 62 ans, je crois, pour les métiers les plus difficiles. C'est important de parler de tout ça dans le cadre de cette réforme, puisque ça, aujourd'hui, il n'y a aucun recul, on est d'accord, ça a été mis en place depuis le mois de mars, je crois, avril. Personne n'a encore été impacté, donc on va commencer à avoir du recul. Je crois que c'est des personnes qui sont nées en 1968 ou en 69 qui partiront à 64 ans. De mémoire. Oui, de mémoire. Donc vous voyez, le recul, on l'aura un petit peu plus tard sur ce que ça donnera dans les entreprises. En tout cas, là, vous dites clairement ce soir, ça sera mon avant-dernière question. Allez-y, entreprise, faites confiance aux seniors, embauchez-les. Embauchez-les, formez-les. Voilà, c'est des salariés. En fait, on dit senior, mais on pourrait tout simplement dire salarié, puisque bien sûr. La personne, c'est vrai qu'on va pas reparler de ce qu'on a parlé au début, mais les entreprises évaluent de plus en plus les salariés sur leur savoir-être, et non plus sur leur savoir-faire ou leur savoir, c'est-à-dire leur diplôme. Donc, embauchez une personne de n'importe quel âge, formez-la, faites-lui confiance, et vous réussirez à l'engager et à la fidéliser. Alexis Bertel, j'ai une toute dernière question pour clôturer quelque part cette émission. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'un salarié peut plus facilement qu'avant négocier son salaire, parce qu'on sait qu'avant, quand un postulant arrivait dans un entretien de recrutement, on lui disait OK, quelles sont vos prétentions ? Finalement le salaire ça sera tant, voire même on n'en parlait pas, on demandait quelle était la prétention salariale, et puis derrière on regardait si ça matchait ou pas. Si ça ne matchait pas, on se disait cette personne là on va peut-être le mettre en bas de la pile parce que prétention trop élevée ou pas. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que quelque part on a un peu cassé un tabou du salaire, et qu'il est plus facile aujourd'hui de parler de salaire dans un contexte où on a du mal de trouver de la main-d'œuvre ? Alors je parlerai plus de rémunération et de package global, parce que y en a qui vont accorder de l'importance plus au télétravail qu'au salaire, puisque mine de rien le télétravail ne fait pas gagner plus de salaire, mais fait dépenser moins d'argent. Vous économisez sur éventuellement le péage, le carburant, les frais de garde, etc. L'abonnement transport en commun. Absolument, ça vous ne fait pas dépenser plus d'argent. Après, les salaires, honnêtement, surtout en Savoie, ont considérablement augmenté depuis 3-4 ans. Donc, ce qui signifie que les entreprises se sont adaptées et vont plus facilement vers des augmentations de salaire ou vers des prétentions un peu plus élevées.
C'était passionnant. Merci beaucoup Alexis Bertel. L'humain a encore de beaux jours devant lui dans l'entreprise, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup Alexis Bertel, DRH du groupe Pantera, également président de l'ANDRH, c'est l'association des DRH de Savoie et de Haute-Savoie, Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Alexis Bertel et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée en septembre, tout beau, tout bronzé, pour de nouvelles émissions. D'ici là, je vous souhaite un très bel été sur les ondes de Radio Grand Lac et portez-vous bien.